Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'AK-47 de la marque LCT, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Samael, un ancien membre de la Team Bradva, qui m'a prêté sa réplique pour que je puisse vous en faire la revue. Alors c'est une réplique sur laquelle j'ai lorgné à un moment donné, et puis j'ai abandonné le projet, puisqu'on est sur quelque chose de vraiment très très cher, qu'on va toucher aux alentours de 750 $ hors frais de port, ou aux alentours de 650 € sur d'autres sites. Bref, on est entre 7 et 800 € en fonction du port, des douanes, et de toute façon pour un objet qui est extrêmement rare. Je vais commencer par un petit point wiki, puisqu'il a été plutôt plébiscité. L'AK-47 est un fusil d'assaut conçu par l'ingénieur soviétique Mikhail Kalachnikov. L'AK-47 est le premier modèle d'une vaste famille de fusils d'assaut, dont le modèle le plus répandu est l'AKM. De toutes les armes à feu existantes dans le monde à l'époque de sa création, l'AK-47 est l'une des plus fiables. En effet, elle est connue pour résister à des environnements hostiles comme l'eau, le sable, les atmosphères humides, etc. Même s'il est toujours nécessaire, bien sûr, de l'entretenir comme n'importe quelle arme à feu. Bien que largement utilisée, la dénomination AK-47, répandue au départ par les médias américains, est en conflit avec la terminologie soviétique. L'armée rouge adopte la Kalachnikov en 1949 sous le nom de AK, Automate Kalachnikova, sans aucun chiffre. Et ce n'est qu'avec l'adoption de l'AK-74 que l'URSS ajoute une année au nom. La désignation AK-47 est cependant passée dans le langage courant à un point tel que très peu de monde dit AK sans dire 47. La naissance de cette arme est tout d'abord liée à celle de sa munition. Une cartouche de calibre 7,62 mm longue de 39 mm, et on a l'habitude de dire 7,62 par 39, dont un exemplaire soustrait aux troupes allemandes pour la Seconde Guerre mondiale va servir de modèle. L'AK-47 est en effet inspiré d'un fusil d'assaut allemand répandu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, développé en 1942 et mise en service en 1943 sous le nom de STG-44 ou Sturmgewehr 44. Je vous la mets à l'écran aussi. L'armée rouge dispose vite de quelques exemplaires et apprécie cette approche au point de faire développer par Elizarov et Semin l'équivalent à partir de sa 7,62 par 54 Nagant, la cartouche 7,62 par 39 russe, qui en résulte et qui est adoptée en 1943 par les fabricants d'armes soviétiques qui ensuite, bien sûr, vont concevoir des armes en correspondance. En 1949, l'armée soviétique l'adopte en tant que fusil réglementaire dans l'infanterie motorisée, une version à crosse pliante destinée aux parachutistes et aux équipages de blindés, est aussi mise en service sous le nom d'AKS. L'arme, bien que satisfaisante, est constamment modernisée, surtout dans le but de simplifier sa production encore relativement compliquée. Après plusieurs modèles expérimentaux en 1950 et en 1951, une nouvelle version est adoptée par l'armée soviétique en 1953. Sa désignation reste AK-47, mais elle est souvent qualifiée version légère, car ne pèse plus que 3,8 kg au lieu de 4,3, grâce à l'emploi d'un fût usiné intégrant le verrou de culasse. Le premier modèle de poignée-pistolet constitué d'une armature métallique soudée et habillée de demi-flasques en bois est remplacé par un unique morceau de bois vissé, comme sur ma réplique là. Les chargeurs auparavant lisses sont allégés et voient leurs flancs rigidifiés par l'adjonction de bandes métalliques de renfort. En plus, une baïonnette apparaît. Cette version sera la plus produite des AK-47. Alors, cette réplique, elle nous arrive dans une boîte classique de chez LCT. C'est une édition limitée, donc elle est relativement rare et quasi introuvable actuellement. Cette version ici que j'ai sur ma table est une version qui a été obtenue d'occasion. Donc elle a des petits défauts, mais qui sont en lien non pas avec la réplique d'origine, mais avec le fait qu'elle a déjà été utilisée et légèrement endommagée, notamment au niveau de la crosse. Mais ça, Samael l'a bien vu. Et il va essayer de remplacer la crosse par une crosse RS chinée sur un site peut-être Naturabuy ou quelque chose comme ça. Alors c'est une édition limitée, mais on n'aura pas de goodies, on n'aura rien de spécial, on va avoir un petit catalogue, une fiche, un chargeur 120 coups, la réplique, rien de plus. Quand on prend la réplique dans les mains, tout de suite, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'acier et on remarque immédiatement qu'on est sur un corps qui a été usiné et pas embouti, c'est pas de la tôle emboutie comme d'habitude, on est sur un bloc d'acier usiné à la commande numérique. Bien sûr, on voit le cache-flamme en boulon là. Les garnitures en bois sont très très sympas, je vous ferai un petit travelling tout à l'heure.
Par contre, on a une énorme poignée, bien sûr, qui contient le moteur. C'est le problème sur les AEG, mais là, elle est vraiment énorme. Je sais que Samael, là, ça le gêne un petit peu. Voilà, il y a quelques petits marquages sympas. On est sur quelque chose qui est vraiment très impressionnant en termes d'usinage du corps. Regardez la couleur des garnitures bois. Voilà, cette poignée balèze, tout en bois, bien soigné. Le corps. Avec, on voit les encarts d'usinage, la trappe d'éjection, vraiment très sympa. Ici, les organes de visée. Et puis, on va avoir, j'aime beaucoup, le tube de retour de gaz extrudé et le cache-flamme boulon avec la protection du pas de vis. On va avoir les petits marquages ici, pour les amoureux des marquages. Bien sûr, et remarquez-le, regardez les encoches du sélecteur de tir, on en parlera tout à l'heure, des encoches très importantes, beaucoup plus profondes que ce que l'on a l'habitude de voir. On va avoir un petit marquage en dessous, là ici. Alors attendez, je vais retirer le chargeur. Là ici, le petit marquage en dessous, et je crois que c'est tout. De ce côté-ci, on aura voilà, d'autres marquages directement dans la masse. Et ce corps, vous allez voir, regardez, ici on voit dans le puits de chargement qu'on est sur de l'acier usiné. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la tôle emboutie habituelle et ça se retrouve lorsqu'on va enclencher le chargeur. C'est vraiment très ferme et ça ne bouge mais pas du tout, c'est vraiment super. Alors, cette réplique à la prise en main, elle a vraiment un gros déport de poids sur l'avant. Pourtant, elle n'est pas très longue. Mais elle tombe vraiment sur l'avant, elle appuie beaucoup sur l'épaule avant gauche. Alors sinon, sur les organes de visée archaïques, un classique, prise de visée assez efficace, facile. On est sur un bloc vraiment assez primitif, je suis assez impressionné, moi je vous dis, par la finition là, qui est très inhabituelle. J'en ai vu beaucoup des AK, mais j'avais jamais vu ce type de finition à la commande. Numérique, quelques chiffres maintenant. Alors, on est sur une réplique dont je vous ai dit qu'elle était aux alentours de 650, 700 euros sans les frais de port. Elle pèse aux alentours de 3,7 kg, 3,8 kg, en sachant que les premières versions d'AK-47 RS étaient à 5 kg 100 chargés, 4,3 kg non chargés, et elles ont baissé un petit peu en poids, je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle fait 88,5 cm. La vraie fait 87 cm, donc il y a un petit décalage de taille. Le canon interne est un 435 par 602 et on va avoir un mid-cap en acier de 130 billes. Alors le petit arbitrage à l'aimant, je pense que ça va pas être nécessaire. Voilà. Alors le cache-flamme, on est sur de l'acier, les organes de visée, le canon, la tige de nettoyage, le retour de gaz, tout ça c'est de l'acier. Le canon est en acier. Les fixations des garnitures, tout ça c'est en acier. Les organes de visée, c'est de l'acier. Le bloc de hausse ici, on est en acier. Le corps, bien sûr, en acier. Le top cover, le chargeur. Le levier d'armement n'est pas en acier. Voilà, on est sur un métal non ferreux. Le ponté est en acier. La queue de détente, métal non ferreux. Sélecteur de tir en acier. Tout est en acier ici. La visserie, les supports de crosse. Le bouton de rétention du top cover est en acier, la plaque de couche aussi. On est sur énormément de matériaux nobles. C'est vraiment très très joli de ce point de vue-là. Alors, maintenant, si on parle un petit peu de la mécanique, on va être sur, je vais vous retirer le top cover, une gearbox avec un câblage arrière. Ici. Qui dit câblage arrière sur les AK dit position de la batterie à l'intérieur de la crosse. Là, le bouchon de crosse là ici a été perdu, mais sinon il est bien présent lorsque vous achetez la réplique. Et malheureusement, il va falloir retirer les deux vis à l'arrière pour pouvoir accéder au local de positionnement de la batterie. Je fais un petit accéléré et je positionne la batterie. Voilà, j'ai retiré la plaque de couche. On va avoir le local batterie. Alors faites attention parce que si vous prenez un stick AK, les sticks classiques de chez ATM par exemple, autant il y a de la place en largeur, autant c'est pas si profond que ça, d'accord? Là, j'ai une Energy Airsoft qui descend dedans, une 11.1, il n'y a pas de souci,
mais elles sont plus courtes que les ATM. La ATM dépasse. Donc je vous recommande plutôt de la 3 palettes. Elle vous arrive en mini Tamiya avec un petit câblage, édition limitée, taille du câblage aussi. Hein. Et puis alors on va pas nous la faire en DIN hein, à 800 €. Pourquoi nous faire un câblage DIN? On est tellement mieux avec du mini Tamiya. Alors, on est connecté, on met les petites lunettes. Et on va écouter le moteur de chez LCT. Oula, on va écouter le moteur de chez LCT qui est toujours une référence. Hein. Alors là, on parlait du sélecteur de tir. Je vais descendre et là, je bloque sur la première encoche. C'est compliqué. Voilà. Et je vais réussir. C'est tellement bien usiné, c'est tellement profond. C'est quand vous êtes soit sur le cran safe, ici, à ce niveau-là. Quand vous êtes sur safe, ici. Pour descendre sur full ou sur semi. Ça va pas se faire de manière tactique. Là, vous voyez, je force pour descendre en semi, c'est pas possible. Hein. Vous allez devoir tirer vers l'extérieur pour sortir du trou, d'accord, voire même à deux mains. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Voilà. Enfin, bon, ça va pas être très pratique sur le terrain. Hein. Vous allez le mettre en semi, à mon avis, vous bougerez plus. Hein. Voilà, ça c'est pour le semi. Le full maintenant. Ah, je pense qu'elle va se faire. Ouais, quand on remonte comme ça, on sent que ça pourrait se faire. Bon, la cadence est à peu près correcte, et alors ça s'explique parce que... Alors, je vais la débrancher pour retirer mes lunettes. Voilà, on essaye de ne pas se faire de mal, même dans le studio. Alors, cette réplique, édition limitée, passage au chronie, je suis à moins de 300 fps, hop-up à 0 à la 0,20. Donc, bon voilà, édition limitée, puissance limitée, classique. Je suis vraiment déçu. Franchement, moi je pensais que sur ce niveau de gamme, sur quelque chose et un objet rare comme ça, qu'ils avaient mis vraiment en valeur sur l'externe, on allait avoir un petit effort sur l'interne. On nous dit ouais, prêt pour la 11.1 machin. Ah ouais, mais à 297 fps, ça va pas être terrible. Je me suis dit, c'est pas grave. Moi, j'ai des répliques à 330 fps qui prennent mais presque 60 mètres. Elles sont bien réglées, machin, nickel. Ok. Test de tir. Alors déjà, j'arrive pas à lever de la 0,25 et j'arrive à peine à 40 mètres. D'accord? Donc, j'ai pas voulu boucher ou tout abîmer. J'ai mis 3/4 de hop-up au niveau de la contrainte à la 0,25 de base, 40 mètres. Et je n'arrive en aucun cas à la satelliser. Donc, il faut refaire l'appui. Le moteur est poussif, il faut changer le moteur et voir s'il n'y a pas des problèmes de fuite sur ce modèle. Mais comme d'habitude, l'interne n'est pas du tout à la hauteur, mais pas du tout à la hauteur de l'externe. Donc voilà, moi ce que je vais dire, c'est que au niveau de l'externe, exceptionnel. Au niveau de l'interne, décevant, je dirais comme d'habitude. Mais là, c'est un comme d'habitude à 800 €, quoi. Hein. Alors, les points négatifs, les points positifs. Le premier point négatif, le prix. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Avec un interne comme ça, c'est beaucoup trop cher. Rare, édition limitée ou pas, c'est pas possible. Avec des performances pareilles en sortie de boîte, on ne vend pas un objet 800 €. 800 €, c'est le prix de l'arme. Quand vous voulez l'acheter en démilitarisé pour aller en stand de tir, c'est 800 €. Donc, c'est pas possible de vendre un jouet au prix d'une arme. C'est pas possible. Deuxième chose, si vous êtes sur le terrain et que votre batterie est HS et que vous voulez changer de batterie, il faut vous mettre à genoux, il faut dévisser la plaque de couche et compagnie. Alors ça se compense un peu parce que vous allez pour mettre de la grosse 3 palettes ou des gros parallélépipèdes pour essayer que ça tienne, etc. Mais c'est quand même un petit point négatif. La puissance en sortie de boîte, la portée, l'appui, l'interne en général, c'est vraiment problématique. Et si je vais, et je suis tatillon sur les qualités de l'externe, la poignée pistolet, même si elle est superbe de l'extérieur, est vraiment surdimensionnée, ça choque un petit peu. Dans les petits points négatifs, il y a aussi que les encoches qui sont faites dans le corps de la réplique bloquent totalement le sélecteur de tir dans ces mêmes encoches, et on n'arrive plus à le bouger. Alors je pense que ça va se faire, mais là dans l'état actuel des choses, je trouve que c'est assez gênant. Dernier point négatif, eh bien, ça va être relativement exigeant pour ceux qui veulent avoir un gear cohérent. Là, on va être sur du post-apo, du guerrilleros sud-américain, on va être sur de l'ère soviétique post-seconde guerre mondiale, on va être sur du pirate soudanais, on va être sur des choses qui vont être un petit peu compliquées pour l'accommoder avec ce type de réplique. Mais vous pouvez aussi n'en avoir absolument rien à faire parce que c'est votre kiff. Maintenant, sur les aspects positifs, c'est une réplique de collection. Moi, je regrette qu'il n'y ait que cette version disponible, et c'est pour ça qu'ils en profitent au niveau du prix. Mais c'est un superbe objet de collection. C'est quand même ce qu'on devrait avoir presque en premier dans une collection d'airsofters qui aiment ce genre d'objet. Malheureusement, il n'y a que LCT qui fournit une AK-47 full acier de ce niveau de gamme.
Bon, ça c'est un petit peu dommage. Moi j'adore l'usinage du corps. Voilà, c'est fantastique. On n'a jamais une réplique avec un corps aussi joli, aussi fin et aussi bien fini au niveau de l'acier. Ça c'est remarquable. L'esthétique globale est vraiment très bien réussie. Et puis on va dire que la batterie dans la crosse, je l'ai mis en point négatif, je le mets en point positif aussi. Ça va permettre de rééquilibrer, si vous mettez une grosse batterie en parallélépipède, de rééquilibrer sur l'arrière. Donc soit de la 3 palettes, soit du gros parallélépipède, mais les sticks, faites attention, les sticks AK, c'est pas assez profond, ça va poser souci. Bien, on arrive à la fin de cette revue, ça m'a fait encore plaisir de passer du temps avec vous. Le temps se dégrade de nouveau, au moins en Seine-et-Marne. On avait de la neige fondue aujourd'hui, donc ça c'est pas top pour aller jouer. N'oubliez pas qu'après la sécurité et comme nous pratiquons un loisir, nous devons nous faire plaisir. Allez, à la prochaine fois.